À 37 ans, elle accompagne les femmes qui traversent des parcours de PMA, des douleurs chroniques ou des doutes profonds sur la maternité. Elle-même a navigué dans cette question du désir d'enfant entre envie et incertitude. Elle a fait le choix de préserver ses ovocytes sans pour autant avoir trouvé une réponse définitive. Elle est psychopraticienne et cofondatrice de Motherhood, un espace où les femmes peuvent explorer librement leurs désirs et leur non-désir d'enfant. Mais comment son propre cheminement influence-t-il son travail? Qu'est-ce que cela signifie aujourd'hui d'être célibataire et d'avoir un possible désir d'enfant? Et que nous apprend l'accompagnement des autres sur nos propres histoires? Aujourd'hui, on en parle avec Laurie Lejeune, co-animatrice de ce podcast. Bienvenue Laurie! Merci Evie. Bon, ça fait tout bizarre d'être la propre invitée de son podcast, mais Eh ben oui, eh ben bienvenue. Eh ben on va explorer ça toutes les deux. Alors, question rituelle. Si ton rapport à la maternité ou désir ou non-désir d'enfant était un gif ou un emoji, ce serait lequel et pourquoi? alors pour moi, ce serait, parce que je l'utilise souvent cet emoji justement sur les réseaux sociaux quand on fait nos posts, quand je cherche à représenter la famille, par rapport à avec un emoji et je me dis souvent: «Mais pourquoi on nous propose pas de la composer nous-mêmes cet emoji, cette famille-là?» Parce que c'est souvent soit, on voit le père, la mère, les 2 enfants ou le père, la mère et l'enfant. Des fois, une femme seule avec un enfant, mais je trouve qu'il n'y a pas la représentation, de, ce que pourrait être, par exemple, une femme seule avec un enfant, mais aussi tout son cercle de soutien. Donc voilà, ça serait ça, mon emoji. Donc tu inventerais ton propre emoji en fait. Ouais, totalement. Je l'utilise. Eh ben c'est parfait! Question un petit peu, autour de qui tu es. Donc tu es, psychopraticienne, tu es spécialisée dans l'accompagnement des femmes en parcours de PMA, touchées par l'endométriose et en questionnement ou en questionnement sur la maternité. Comment est-ce que tu en es venue à ce métier? Car je sais que tu as fait aussi d'autres métiers avant. Teaser. Ouais. Bon, je sais pas s'il faut revenir sur les précédents métiers, mais en tout cas, ouais, il s'agit, d'une reconversion. Ça fait, ça fera la 7e année, en fait. Là, oui, ça fait 7 ans. Donc ça y est, le cap des 7 ans est passé. Et donc comment j'y suis venue? C'est, aussi par rapport à mon parcours personnel. Étant donné que, si je me suis spécialisée par rapport à l'accompagnement des femmes qui, souffrent d'endométriose ou de maladies systémiques qui sont liées aux femmes, c'est parce que je suis moi-même atteinte d'endométriose et que, le premier, on va dire la première pratique, la première approche qui m'a permis d'accéder à mon diagnostic, à me redonner de la force pour mon propre diagnostic, eh bien, c'est la sophrologie. Et donc pendant cette transition pro, quand je cherchais ce que j'avais envie de faire, je voyais une sophrologue et en fait, ça m'a redonné, le peps de retourner consulter des médecins, et d'arrêter d'être dans la souffrance, sans mettre de mots à part me dire que c'est, dans la tête et du coup après, je me suis dit: «Tiens, c'est un métier, auquel, j'ai bien envie d'aspirer», étant donné aussi qu'après mon bac, moi, je voulais faire psycho, mais je me suis laissée influencer par les profs qui disaient: «Mais non Laurie, tu peux faire autre chose, psycho, il y a pas de débouché», donc moi, ça me faisait flipper et donc je me suis dit: «Bon, OK, je vais faire autre chose. On me dit de faire autre chose, donc allons-y» et donc je me suis formée sur 2 ans à la sophrologie au départ et à l'aboutissement de, cette formation, eh bien, je me suis dit: «OK, ce qui a été à mon service, je veux aussi pouvoir le mettre au service, des femmes, d'autres femmes qui sont, dans cette souffrance-là» et heu et voilà. Et par rapport au parcours de PMA, peut-être qu'on en reparlera après et je veux pas du tout qu'on associe à endométriose égale forcément PMA, mais c'est que dans la continuité, je voulais aussi, travailler avec les médecins et la médecine de la reproduction est très intéressante, sur ce point-là et justement on laisse trop peu, de place à tout ce qui est émotionnel dans ce parcours et donc la sophrologie, s'y prêtait aussi.
Donc rajouter un côté aussi plus émotionnel à des pratiques qui sont parfois médicales, je mets des guillemets «traditionnelles». Ouais, exactement, c'est ça. D'avoir vraiment ce soutien émotionnel, Mmh. psychique, dans les montagnes russes, que peuvent être un parcours de PMA. OK. Mmh. Et donc ce parcours est aussi, complété par, Motherhood, donc un espace où les femmes peuvent réfléchir à leurs désirs et leur non-désir d'enfant. Hem, Comment est-ce que ton propre questionnement sur la maternité a influencé la manière dont tu as conçu cet accompagnement? Mmh. Eh bien, je dirais que le point de départ, en t'incluant dedans, heu, c'est, hem, c'est que du coup, l'ambivalence, pour moi, elle a été, je l'ai ressentie à partir de ce diagnostic vis-à-vis, de l'endométriose. Sachant qu'avant, en fait, je disais, simplement, que je ne voulais pas d'enfant depuis, mes 7 ans, en fait. Donc ça paraît très jeune, mais vraiment c'était, en mode: «Jamais j'aurai d'enfant». Je le Ensuite adolescente, bah, je continue à dire ça à mes amis et c'était vraiment dans une posture de, dès que je voyais un enfant, c'était: «Ah mais mon Dieu, comment on peut, devenir parent? C'est horrible les enfants», voilà. Avec un long travail, je me suis aperçue qu'en fait, je ne parlais que de moi-même et du coup de, comment j'avais détesté, être enfant, et adolescente, tant qu'on y est et donc ça venait vraiment parler de moi et de, quelque part, comment dire? De comment, c'était un message, c'était plus, tiens, il y a peut-être quelqu'un qui va réagir, peut-être dans un processus non conscient de mais quelqu'un va réagir en se disant: «Mais pourquoi elle déteste tant les enfants?» Donc pouvoir ouvrir une porte à m'exprimer. Te confronter en Hem, fait, c'est ça, hein? ouais, c'est ça, me confronter et donc je fais un bond en avant et donc j'arrive à mes 27 ans, où j'ai enfin un diagnostic, d'endométriose. Après, 7 ans d'errance et ce qui est un classique et en fait, à ce moment-là, avec, ce diagnostic, je sors, de l'IRM et l'interne, qui est là et qui me donne, le résultat, me dit: «Bon, ben, on se revoit dans 6 mois, parce que si dans 6 mois vous êtes toujours pas enceinte, eh bien, il faut qu'on en rediscute». Heu, mais j'ai jamais parlé de ça. J'ai jamais dit que je voulais un enfant, Rien? Tu avais rien dit du tout? ah non, rien du tout, rien du tout. OK. Mais 27 ans, très certainement et donc une femme, donc d'un point de vue médical, eh bien, on décide quelque part pour toi et donc c'est, bah, c'est une femme, elle veut un enfant et donc je reste, un peu sidérée, donc je réponds pas. Je dis: «Ah oui», mais en même temps, moi, j'avais qu'une envie, c'était qu'elle me dise, «Ben, maintenant que j'ai mon diagnostic, je fais quoi, en fait? Qu'est-ce que je peux prendre comme médicament?» Quelles sont, les choses pour, m'apaiser, en plus de la sophrologie, donc voilà. On t'a rien proposé, on t'a juste dit en gros, «Revenez dans 6 mois, comme ça, si vous avez pas réussi à faire d'enfant, Ouais. on pourra faire quelque chose, quoi». On m'a dit d'enlever mon stérilet quand même. Ouais, ce qui était là une indication tout à fait médicale puisque c'était un stérilet en cuivre et que quand on a de l'endométriose, surtout, on ne porte pas un stérilet en cuivre parce que c'est un principe inflammatoire et que l'endométriose est inflammatoire. Donc je mettais une couche d'inflammation par-dessus ma propre inflammation. Donc au final, j'ai consulté une gynécologue, quelques jours après pour enlever, ce stérilet et je suis très, très mal tombée et cette personne, du coup, en restant tout de même, c'était quelques jours après, donc ça m'a interloquée. Surtout qu'entre 2, le même jour que mon diagnostic, ma mère m'appelle pour me dire: «Écoute, je dois te dire qu'on vient de me diagnostiquer un cancer de l'utérus». Donc ça amplifie le bug. On vient de me dire, «Vous essayez pendant 6 mois», et là, ma mère me parle de son utérus, ça faisait quand même bizarre. Donc avec cette gynécologue, je lui pose la question du coup. Je lui dis, «Ben, est-ce que, si je désire un enfant un jour, qu'est-ce qui se passe, pour moi, par rapport aux lésions d'endométriose que j'ai?» Et elle me regarde et elle me dit: «Bah, de toute façon, vous avez vraiment pas l'air du tout, partante pour avoir un enfant, vous?» Je n'avais rien dit, hein. OK, donc Donc c'était juste ton ah ouais.
et donc le jour où vous auriez un projet comme ça, bah, vous revenez me voir. OK, très bien. Mais elle était d'un désagréable, voilà. J'épargnerai les autres détails. Mais donc voilà, ça a amplifié, ce truc et puis ben, mon conjoint de l'époque avait une petite fille, donc j'étais belle-mère et lui, commençait à me parler, d'enfants. Sauf que, bah, moi non, c'était pas du tout le sujet et donc là, ouais, ça a commencé à être vraiment l'ambivalence totale. De tiens, peut-être qu'on je pense que ce qui s'est joué aussi, c'est peut-être qu'on me priverait, d'un droit ou d'un don ou comme si, en fait, je pouvais être défaillante sur le fait d'avoir un enfant et donc ça me mettait là, du coup, aussi en opposition de, bah, non, en fait, enfin, les autres femmes, elles ont des enfants, pourquoi moi j'en aurais pas? D'un point de vue très physiologique, mécanique, voilà et puis, bah, avec l'annonce du cancer de ma mère aussi, ça avait été, quelque chose qui chamboule. Mmh. Mmh. Voilà. Et est-ce que cette période-là, parce que là tu l'as utilisé le terme ambivalente, est-ce qu'à cette période-là, tu étais capable d'utiliser ce terme-là, de dire: «Ah oui, pour moi, c'est complexe comme sujet», enfin, tu vois, comment est-ce que tu te représentais ça dans ton cerveau pour toi-même? Alors, je pense pas du tout que j'utilisais le terme ambivalence, parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui est venu plus tard quand on en a parlé ensemble avec toi. Hem, mmh, non, c'était une souffrance pas possible, en fait, enfin, je mettais plus le mot souffrance, le dilemme, ouais, un dilemme, en fait, de, complètement paumée et pour le coup, bah, c'est la première fois que j'avais, commencé, entamé un suivi, psy. Pour, parler, du cancer de ma mère et de, parler, bah, de ce côté, est-ce que je veux un enfant ou pas, quoi? Est-ce que j'ai des couches de peur qui font que, j'arrive pas à accéder à ça? Parce que, dans mes croyances encore de cette époque, c'était, la maternité, ça nous saisit et c'est très instinctif et ça nous prend aux tripes et donc je devrais le savoir, si ça venait d'attendre le déclic, quoi et peut-être que je l'avais pas encore eu. Mais voilà, donc le travail psy a commencé à mes 27 ans là-dessus. Et ensuite, bah, on s'est connus, bah, c'était aussi un sujet finalement qui te touchait. Donc certes, il y avait un accompagnement, on va dire, à temps partiel avec la psy, mais il y avait nos discussions et tu la seule personne avec qui je pouvais en parler aussi. Hem Parce que mes autres amis, ne souhaitaient pas d'enfants et étaient très clairs là-dessus, ou en souhaitaient, mais plus tard. Il y avait pas ce jeu dans l'ambivalence, donc voilà et c'est comme ça qu'on est venus par la suite quand on est sorties toutes les 2 de ça, de la souffrance, du questionnement, qu'on s'est dit: «Ben OK, créons un espace dans lequel on aurait souhaité être un espace libre, sans injonction et hem et on se retrouve entre femmes». Voilà. Oui. Et par rapport à ça, ça me fait penser à l'épisode pilote. Si vous l'avez pas écouté, vous pouvez aller, voilà, voir un peu plus. On va pas rentrer dedans aujourd'hui, sur cet épisode-là, mais voir un peu, bah, comment on s'est rencontrés avec Laurie et un peu notre histoire croisée. Là, on se focalise sur toi, Laurie. Tu as parlé un petit peu, mais j'aimerais bien qu'on revienne dessus, ton rapport à la douleur et à l'endométriose. Parce qu'on sait que dans les questions de désir et non-désir, de maternité, il y a un vrai sujet par rapport au corps. Donc tu nous as un petit peu expliqué comment le diagnostic est tombé, comment est-ce que toi ça t'a nourri, dans ta réflexion, à la fois psy, mais aussi de manière plus générale dans ton dans qui tu es en tant que femme. Hem, comment justement par rapport à ce que je disais là en tant que femme, comment est-ce que ça nourrit ou non ce que tu imagines être une femme, ton rapport à la féminité, tous ces sujets-là de, bah, qu'est-ce qu'être une femme finalement avec de l'endométriose et une douleur et des douleurs chroniques? Mmh. Alors, ce qui me vient en entendant, l'association endométriose, douleur, et féminin, féminité, femme, c'est, quelque chose auquel je suis assez, opposée dans le courant actuel. C'est-à-dire que,
On a tendance à te dire actuellement que quand tu es une femme qui a l'endométriose, tu as quelque chose à soigner vis-à-vis de justement ta féminité, de la maternité, et donc on te guide vers ce truc qu'est le féminin sacré. Oh! Voilà, que tu as une blessure en tant que femme et tout ça parce que en fait, d'ailleurs, en fait, l'endométriose, c'est pas juste ton utérus, hein, on sait aujourd'hui que c'est pas une maladie gynécologique, c'est une maladie systémique. Mmh. Mais c'est vrai que tout ce courant du féminin sacré s'est approprié quand même cette maladie pour attirer des femmes qui sont dans la souffrance, la douleur et qui cherchent en fait une écoute qu'elles ne trouvent pas forcément, pas avec tous les médecins, quoi. Et du coup, c'est assez réduire la femme à son utérus, à sa condition biologique, je trouve. Juste Et pour peut-être pour ouais. préciser, pour nos auditoristes qui sauraient pas ce qu'est le féminin sacré, qu'est-ce que tu entends par ça? Donc le féminin sacré, moi là, ma façon de le percevoir, je c'est si ça pourrait être repris de tout ce qui est de Jung, il y a le féminin, il y a le masculin, on a tous une part de féminin en nous, une part de masculin et donc si tu veux un équilibre, eh bien, tu auras des personnes qui auront leur masculin à soigner et d'autres personnes qui auront leur féminin à soigner. Donc qu'est-ce qu'on entend par féminin, masculin? Ben, en fait, on se rend compte que c'est carrément pas féministe, quoi. C'est très tradi, très dans la biologie. Et du coup, c'est souvent associé, malheureusement, à des soins de support qui pourraient être là-dessus, avec des cercles de parole, des rituels empruntés à d'autres cultures. Donc en plus, il y a de l'appropriation culturelle. Euh, donc voilà, pour moi, c'est la perception que j'ai du féminin sacré. Euh, et du coup, je me perds dans mon fil. Oui. Donc, pour moi, une femme, c'est bien plus vaste que son utérus, que sa part de féminin. Et malheureusement, j'entends beaucoup de patientes qui sont renvoyées à ça. C'est, il va falloir que si vous souhaitez accéder à votre maternité, que vous soyez d'abord en capacité de soigner votre part de féminin pour voilà. Alors que bon, non. Alors que Soyons ça reste une maladie très, très, corporelle, enfin je veux dire, il y bah a pas ouais, de mmh. c'est, certes, on n'en connaît pas toutes les causes aujourd'hui, parce que ça, justement, la médecine prend un certain retard quand il s'agit des femmes, mais mais c'est voilà, c'est mécanique, c'est physique, c'est physiologique, c'est pas lié à un émotionnel, parce que, tu as subi des choses. Mmh. Parce qu'il y a aussi ça, hein, c'est te renvoyer à OK, on on observerait que, les femmes qui ont l'endométriose auraient subi des violences, sexuelles ou des violences dans l'enfance, des viols et voilà et que, c'est pour ça que, elles ont, cette maladie. Donc déjà, c'est en plus culpabiliser. Culpabiliser possiblement une femme qui aurait subi, des violences et des agressions. Mmh. Ouais et puis ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est qu'il y a aussi du coup des surcouches de croyances, plus ou moins, culturelles, essentialistes, religieuses, qui viennent se rajouter à une douleur qui est très intime, et très personnelle. Totalement. Donc qui peut, ajouter à la confusion aussi. Enfin, quand tu parlais de souffrance, de difficulté. Totalement et moi, ma façon d'avoir contrebalancé avec ça, c'est: «OK, je vis avec cette maladie. Donc qu'est-ce que je peux comprendre de cette maladie-là?» et ma tendance optimiste et résiliente fait que, comment je m'en sors aussi moi-même? C'est-à-dire, ah d'accord, en fait, il y a beaucoup de facteurs par rapport à l'alimentation. Eh bien, moi, l'endométriose, ça m'a permis, d'être la femme que je suis aujourd'hui, dans le sens de comprendre aussi, ma façon de m'alimenter, de me nourrir et surtout ma façon d'apprivoiser mon cycle. De comprendre en fait, OK, ben tiens, une femme, c'est cyclique et donc comment, j'apprends que, mon cycle, il fonctionne de telle ou telle façon et comment, tiens, à tel moment de mon cycle, ça ce que je vais mettre en place peut être complètement apaisant pour les douleurs que je peux avoir à l'ovulation
ou pendant mes règles. Donc ça, c'était, je pense que voilà, le seul lien que je mettrais entre cette maladie, la douleur et la femme, c'est d'accord, il y a quand même un lien avec mon cycle, donc comment j'apprends à mieux me connaître? C'est Et vraiment puis attends, enfin, à moins le subir, c'est ça que j'entends aussi oui, dans ce que tu ouais, dis? totalement. Ouais, à moins le subir et sortir, ouais, des douleurs extrêmes, dans lesquelles je pouvais être. Mmh. Mmh. OK. Alors, ça m'amène à, la préservation ovocytaire. Tu as fait une préservation d'ovocytes. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qui t'a amené à cette décision? Mmh. Alors, bah, ça fait aussi le lien parce que me vient aussi une idée par rapport à la question précédente, c'est Mmh? que, l'endométriose m'a aussi permis d'accéder au féminisme. Donc voilà Tu et veux qu'on traite cette question-là et puis ensuite on revient sur les bah, préservations d'ovocytes? je pense que j'arrive à faire le parallèle avec, la préservation de vos sites parce que, bah, c'est un droit auquel les femmes ont accédé, depuis, 2021 maintenant et je trouve que c'est un droit féministe. Donc c'est pour ça que je faisais le lien aussi et oui, ça m'a réveillée au féminisme au sens aussi où, les femmes dans la médecine sont complètement invisibilisées. Par exemple, les médicaments, sont testés que sur les hommes, donc en fait, il y a des médicaments qu'on nous donne par rapport aux douleurs et qui sont complètement inefficaces pour nous. Donc ça, il y a un livre qui s'appelle, Femmes invisibles, c'est un pavé, hein, faut prendre le temps de le lire, mais c'est vraiment dans cette notion de comment, en fait, on est les grandes oubliées de la médecine et donc ça m'a permis à accéder au féminisme, à vraiment voir aussi mon approche en tant que psychopraticienne. J'aime bien dire que, moi, je suis une psychopraticienne féministe. Donc voilà et pour revenir à la préservation des ovocytes, j'ai, lancé, cette démarche-là en le temps passe vite, et ben, ça va faire 4 ans. Ouais, ça fera 4 ans, cette année. C'était, oui, en novembre, octobre-novembre et en fait, pourquoi je me suis lancée là-dedans? C'est parce qu'à l'époque, j'étais, donc, avec un homme, où, clairement, j'avais progressé, par rapport à cette question, de la maternité, que cette personne, je ne la voyais pas du tout, père de mes possibles enfants, voilà. Donc, dans ma démarche de questionnement, de me mettre moins de pression, par rapport au temps, à la fameuse horloge biologique qu'on ne cesse de nous répéter, eh bien, je me suis dit: «Bah, je vais me saisir de ce droit-là et je vais faire cette démarche» et en plus, connaissant bien le processus, étant donné que j'accompagne les femmes, par rapport à la PMA, donc voilà. C'est pas toujours évident pour soi-même, même si on Ouais, le connaît, de l'extérieur. Mmh. ouais, totalement, totalement. Et donc bah, j'ai commencé à avoir le premier rendez-vous, il me semble à l'été, ouais et donc ça a été très rapide. Moi, je m'attendais à des délais, pas possibles, mais à l'époque, en fait, ça allait quand même, vite et je me suis lancée, dans le processus, comme ça assez, facilement. Hem Faut juste pas s'embrouiller dans toutes les dates et pouvoir, manier ça avec aussi, le boulot à côté. Mais j'ai abouti à ce processus, juste avant mes 35 ans. Je fêtais, mon anniversaire, quelques semaines après, 2 semaines, quelque chose comme ça. Donc c'était aussi pour moi, passer ce cap des 35 ans plus sereinement et vraiment m'approprier, me sentir actrice vis-à-vis de cette ambivalence. De me dire que pour la moi, dans, 20 ans, si, dans 20 ans, bah, en fait, j'ai pas d'enfant et bien me dire et que, un possible regret, arrive et ben, je me serais dit: «OK, en fait, non, j'ai tout fait. Je me suis donné les moyens au cas où si je changeais d'avis et que je voulais des enfants». Et pour moi, c'est une façon d'atténuer, cette peur du regret. OK, donc finalement, ça se nourrit, tes réflexions autour du désir et du non-désir et la préservation d'ovocytes, donc continue à nourrir ta réflexion, Ouais, exactement. Ça m'a donné vraiment plus d'espace. Ça m'a donné, plus d'espace aussi, dans le fait,
ensuite d'être célibataire et donc de pouvoir aussi, me dire: «Bah, en fait, si je rencontre pas un homme étant hétérosexuel, malheureusement, hem, et bien, voilà, je peux toujours avoir recours à la PMA Solar». OK. Tu me fais ma superbe transition sur le célibat, que je déteste comme terme d'ailleurs. Justement, comment est-ce qu'aujourd'hui, tu vis ta dualité entre, une envie possible de maternité et je vais mettre des guillemets, cette attente d'être dans la bonne situation ou le bon partenaire ou Sola? Mmh. Alors, ben, moi, je vis très bien mon célibat. Il faudrait lui trouver un autre mot. Sachant qu'en fait, auparavant, j'avais toujours été en relation. Toujours, toujours. J'enchaînais les histoires, des histoires longues, mais j'avais quoi? 3 mois, 6 mois, entre les 2. Voilà, donc en fait, j'avais jamais vraiment vécu seule et aujourd'hui, c'est un vrai plaisir, et je vois comment j'ai transféré, tout ce que je mettais dans l'amour à, plutôt, les amis, dans l'amitié, en fait et d'avoir ce cercle, autour de soi et je trouve que ça a tellement, tellement de valeur. Donc tout ça, ça m'a permis aussi de progresser dans cette notion, de par rapport à la maternité, au désir, au non-désir, au sens où, j'ai pris conscience que j'avais beaucoup de difficultés à envisager une maternité avec la présence, d'un père. Et que c'est ça, en fait, qui est le plus difficile pour moi. C'est avoir un enfant avec quelqu'un, c'est être lié à cette personne à vie. Les premières années peuvent être très belles dans un couple, mais il y a cette incertitude, OK, qu'est-ce que devient ce couple au fur et à mesure des années? Et ça renvoie aussi à mon histoire personnelle, dans l'enfance, forcément. Hem, mais pour moi, avoir un enfant dans le cadre d'un couple, c'est comme si je me mettais dans une prison. Et OK, je rien de finis moins. emprisonnée. Donc en fait, en considérant ça, hem, eh bien, je me suis dit et en écoutant, beaucoup de parcours de femmes, que j'accompagne ou par, les podcasts, et notamment en ayant suivi, Judith Duportail dans son parcours, qui est une journaliste qui a accédé à la PMA Solar et qui en a eu des jumeaux. Hem, eh bien, ça m'a ouvert à la possible, PMA Solar. Aujourd'hui, c'est au-delà, de la question de la place d'un homme dans cette, ouais, dans la notion de faire famille. Moi, c'est beaucoup plus, aujourd'hui, asseoir ma sécurité financière, ma sécurité matérielle, parce que je veux pas que si j'ai un enfant, cet enfant subisse des choses que j'aurais pu vivre et donc je veux que cet enfant puisse accéder à une sécurité, matérielle, bien évidemment affective, hein, c'est le premier truc, mais je ne veux pas me retrouver à vivre, dans des problématiques, financières et on sait qu'aujourd'hui, les femmes vivent un appauvrissement, à la naissance de leur enfant, même quand elles sont en couple. Donc en étant cela, c'est encore plus délicat et sachant que, ben, je suis à mon compte, donc moi, un bébé qui est malade, qui ne peut pas être à la crèche ou chez la nounou, c'est une journée en moins au cabinet. Donc autant dire, c'est il faut gérer l'enfant et il faut gérer tout le report de planning. C'est, un petit peu, là pour moi, pour le moment, c'est une grosse charge, à laquelle, je réfléchis encore, quoi. Mmh. OK, OK. Hem, est-ce que tu continues à dater? Ou est-ce que tu recommences à dater? Et comment est-ce que ta ce que tu vis aujourd'hui peut influencer tes rencontres, tes relations amoureuses? Mmh mh. Oui, je me suis remise à dater. Et comment ça influence? Eh bien, c'est que je me sens beaucoup plus affirmée, en fait. Cette décision de possiblement faire une PMA Sola, je me sens dans mon assise et j'en parle très rapidement. Dans le sens de, en tout cas, de dire que, aujourd'hui, je suis ouverte à une maternité, une parentalité
qu'une de ces possibilités là-dedans, c'est la PMA Sola et du coup, bah, en face, la personne, ça la fait réfléchir. Hem, bah, OK, donc voilà, c'est un sujet ouvert et d'ailleurs, quand je me suis mise sur une appli, c'est marrant parce que ça a évolué aussi, ou alors, je suis très nulle en appli et j'ai pris la première qui passait et donc j'ai pas trop de visibilité là-dessus. Mais ça te demande, bah, déjà si tu es parent ou pas parent et si, c'est, «Je ne veux pas d'enfants, je veux des enfants» ou «Je ne suis pas contre». Et Je ne donc suis pas contre. ouais, et je ne suis pas contre. Et donc au final, bah, quand, tu swipes là, plutôt dans ce sens-là ou dans ce sens-là, bah, ça te permet quand même je me suis vue dire: «OK, non, celui qui met "je veux pas d'enfant" ou qui est déjà, parent, et bien allez hop, non, tac, tac, tac», même si, il y avait, des choses qui pouvaient, cocher des cases, hein, mais non. Voilà, donc ça permet aussi, hein, le fait de m'être assise, dans mon désir, ça me permet de m'affirmer sur, ces applis de rencontres, et en dating. Mmh. Oui, ça a l'air beaucoup plus affirmé pour toi, beaucoup plus clair sur ce que tu veux comme relation et ce que tu veux moins. Ouais. Ouais, je veux pas, rencontrer quelqu'un où en fait, ça soit fermé. Parce que comme ça, je vois aussi si finalement tout mon raisonnement vis-à-vis, du couple qui peut être une prison, si je rencontre une personne qui en face, heu, est, dans la même posture que moi, d'ouverture, d'écoute, voilà, ben, ça peut être aussi un bon indicateur. Mmh. OK. J'aurais envie de faire la dernière partie de cet entretien sur, un peu le lien avec Motherhood, et donc le programme qu'on a créé toutes les 2, mais vraiment plus en faisant le focus sur toi. Donc là, on a accompagné quand même, pas mal de femmes. Comment est-ce que de les écouter, de les accompagner, ont nourri, toi, ton propre questionnement? Mmh. Et à quel endroit, en fait? C'est vrai que dans l'accompagnement, on utilise beaucoup, ce qu'on appelle l'effet miroir. Donc, pour le provoquer entre nos participantes, entre les femmes, qu'on accompagne. Mais moi personnellement, je sais pas pour toi Amy, mais c'est vrai que, personnellement, il y a des moments où ça peut faire effet miroir aussi avec moi. C'est, de voir comment il y a des histoires, de famille, des histoires d'enfance qui sont on se dit: «Waouh, mais en fait, c'est quoi? On a vécu la même histoire». Donc moi, j'ai l'habitude en tant que thérapeute de mettre de la distance vis-à-vis de ça. Mais mine de rien, bah, c'est quelque chose ensuite qu'on reprend souvent en supervision, comme, on est, supervisé dans ce cadre-là, où, ben, tiens, ça me permet de remettre le doigt sur, des choses que j'avais pas forcément mis en lumière aussi, pour ma part. Et c'est aussi que je trouve, que, bah, chaque femme est hyper inspirante dans ce processus-là et par exemple, bah, j'avais déjà mes réflexions vis-à-vis de la PMA Sola. Mais c'est vrai que de les voir avancer, celles en tout cas qui ont été concernées, hein, qui sont dans cette démarche de la PMA Sola, ben, on voit tout le soutien qui en sort et on se dit: «Ben oui, c'est possible en fait d'être soutenu, dans cette démarche. C'est possible d'avoir son vrai cercle de soutien, de présence», donc il y a vraiment ce point-là. Qu'est-ce qui me viendrait encore? Donc finalement, d'avoir accompagné des femmes qui étaient dans l'ambivalence et qui continuent à avancer dans leurs réflexions, en effet, chez toi, ça a dit: «Ah bah oui, tiens, comment moi ça me fait avancer dans ma propre réflexion», Mmh. et ça t'ouvre des portes que tu t'étais peut-être pas autorisée à ouvrir. Ouais, totalement, exactement. Donc ça, c'est plutôt bénéfique, hein. C'est aussi, il y a quelque chose qui me venait, c'était le fait de oui, c'est en fait d'entendre en fait, des femmes mettre des mots sur les peurs qu'on a pu avoir soi-même, que j'ai pu avoir moi-même et de voir à quel point j'ai avancé, sur, ces peurs. Que, en fait, elles sont plus là pour moi. Et ça me donne confiance vraiment sur, OK, pour reprendre dans 20 ans, quelle que soit la décision que j'ai prise, bah, en fait, je sais que je serai apaisée. Parce que, je sais que j'aurai traversé,
de nouvelles peurs, de nouveaux cycles et en fait, OK, là, je suis très heureuse aujourd'hui et je suis persuadée que je serai, très heureuse aussi, dans 20 ans, quelle que soit ma décision et ça, c'est le grand enseignement aussi, de ce parcours, quoi. Cet apaisement, qu'on voit chez ces femmes et qui est aussi, tout à fait présent, chez moi. Mmh. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais préciser, quelque chose qui manquerait à cet entretien? Mmh mh. Qu'est-ce qui manquerait à cet entretien? Hem, bah, je dirais que, j'ai, comme on nous le dit souvent, mais je me le dis pour moi-même, ça va être, le petit moment fierté, mais heu, de ce qu'on a créé par rapport à Motherhood, j'aurais aimé l'avoir auparavant. La psychothérapie m'a aidée, mais j'ai beaucoup passé de temps à fuir, ce sujet-là pour aller sur autre chose et cetera et donc ça a duré des années, et donc l'anxiété continuait d'être là, en fait, sur cette question et donc j'aimerais vraiment, conseiller aux femmes qui nous écoutent, que ce soit pas forcément par rapport à Motherhood, hein, mais de pas, trop faire l'autruche parce on peut, se sortir, assez vite de cette anxiété quand on sent que c'est le moment quand même d'ouvrir cette question, bien évidemment. Mais OK, on n'est pas obligé de perdre des années de vie à être anxieuse, à souffrir de ce questionnement-là, parce que finalement, quand on choisit de le faire d'une façon intensive c'est pas parce qu'on prend une décision à un moment donné que c'est exactement ce qu'on va en faire ensuite, hein, mais ça soulage quoi et ça permet d'ouvrir bien d'autres projets aussi, et pas faire l'entonnoir, là et se priver de tout ce qu'on peut vivre dans le présent. Donc ce serait de pas faire l'autruche, prendre une décision et savoir qu'on peut aussi en changer. C'est OK, Ouais, la preuve. mais fi Je ne suis plus à hurler, «Je veux pas d'enfant» et ça va, je vis bien, c'est marrant parce que si ça a été quand même assez, j'y allais à tâtons pour annoncer aux amis que finalement, heu, ben tiens, ma réflexion elle a changé ou, au fait, avec Amy on a créé Motherhood, et du coup de pouvoir un peu faire le coming out de: «Ah mais Laurie en fait, c'est pas que la nénette, qui ne veut pas d'enfant. Non, c'était une posture». Donc ouais, il y a eu aussi, se sentir légitime dans cette démarche. Mmh, oui, puis ça a changé ton identité sociale. c'est clair. Mmh, totalement. Et ben, est-ce qu'on reste avec ça sur le mot de la fin? Allons-y. Salut, Merci beaucoup Laurie pour ta confiance et à bientôt. à bientôt.